Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous incontournable de la semaine, le Nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Florian. Alors on est ravis de retrouver nos téléspectateurs et aujourd'hui on va avoir une météo de l'information qui est à l'avis de tempête. Comme vous allez le voir, l'image du jour, Jean-Yves, sera un chiffre exceptionnellement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le chiffre de la semaine et il concernera l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Le dossier du jour, lui, sera consacré à la liberté et à l'échec de Darmanin à interdire les manifestations d'ultra-droite. Et puis, bien sûr, on passera aux pastilles de l'information qui sont particulièrement riches cette semaine, sans oublier le portrait piquant réalisé par Logim et par Claude Cholet qui sera consacré cette semaine à Aymeric Caron. Vous allez voir. N'oubliez pas d'ici là de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire. Je les lis tous. J'essaye même d'y répondre de temps en temps. Et puis, vous pouvez également partager cette vidéo. Immédiat numéro 444. C'est parti. La météo de l'info est tempétueuse. Qui sème le vent récolte la tempête, dit le dicton. Macron, ce n'est pas Jupiter, c'est Éole, le dieu qui souffle le vent. Partout où il passe et dès qu'il cause, il déclenche la fureur. Le petit-neveu de Brigitte, le chocolatier trogneux, en est la dernière victime. C'est à Amiens qu'il a bénéficié d'une conduite de Grenoble devant son magasin. Quelques horions suivis d'un tumulte. Sommée par les médias de réagir, la classe politique est horrifiée par trois phalanges luxées. Bref, entre indignation, émotion et récupération, voilà un nouvel et bel emballement médiatique. Le chiffre de la semaine, Jean-Yves, c'est le chiffre de 6 millions de téléspectateurs devant l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Alors, on va rentrer un petit peu dans l'article du Parisien. L'interview du chef de l'État sur TF1 domine les audiences de lundi soir, devançant la série Les Randonneuses sur la même chaîne et la série Bardot de France 2. Alors, on va remettre ces chiffres-là dans un contexte, Jean-Yves. Le 23 mars dernier, lors de son interview à 13h sur TF1 et France 2, il y avait 11,5 millions de téléspectateurs. Le 17 avril à 20h, il y avait 15,1 millions de téléspectateurs partagés entre TF1, France 2, M6 et TMC, ainsi que les 4 chaînes d'information en continu, sachant que le record d'audience d'Emmanuel Macron, il faut retourner en avril 2020 pour le connaître. C'était l'annonce du calendrier du déconfinement. Il y avait 36,7 millions de téléspectateurs. On a une chute vertigineuse, en fin de compte, de 60% d'audience en un mois. Oui, la chute est incontestable. Bon, évidemment, par rapport aux effets d'annonce sur le Covid, quand ils nous confinaient chez nous, on comprend que les gens regardaient parce qu'ils voulaient savoir quelle liberté ils allaient leur rester, pas beaucoup. Mais là, c'est quand même très peu. Alors, je dois dire, le titre du Parisien est trompeur, parce qu'il dit « domine les audiences ». Bravo, il domine les audiences. Il compare avec des audiences à des heures différentes. C'est sûr que c'est à 20h15 qu'il y a le plus d'audience sur les chaînes de télévision. Donc il arrive à la meilleure heure. Et honnêtement, il ne fait pas beaucoup parce qu'il fait 6 millions de téléspectateurs par rapport à une moyenne sur TF1 à cette heure-là qui est de 5 500 000. Donc il n'amène pas grand monde avec lui. Il n'a pas grand monde, il n'amène pas grand monde. C'est pas un bon client, là, franchement. Pourquoi ? Parce qu'il lasse. Il est tout le temps, il est partout. Il finit par lasser. Voilà. On a un petit extrait vidéo, Jean-Yves, à regarder sur une question que lui a posée Gilles Boulot, d'ailleurs. On regarde ça tout de suite. Quand on questionne les Français de toutes opinions politiques et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent... Il est méprisant. Écoutez, j'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces. Mais parce qu'il est cruel. Non, mais c'est l'adjectif qu'ont eu les extrêmes à mon endroit, qui a été repris. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dise méprisant. Parfois, on me dit vous êtes trop dur.
vous êtes trop décidé, trop énergique. Parfois, d'autres vous expliquent qu'on ne va pas assez loin. Mais l'adjectif, méprisant. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Alors, cette séquence est intéressante. D'abord parce qu'on voit Gilles Boulot, qui est la caricature du journaliste assez conforme, on va dire, qui fait semblant d'être un peu insolent en posant la question du mépris. Mais c'est une question, en fait, téléphonée qu'on lui a demandé de poser pour permettre à Macron de répondre, et il développe ses éléments de langage, il déroule ses éléments de langage en 2 temps. D'abord, le mépris, ce n'est pas moi, c'est les extrêmes, les méchants extrêmes, qui sont à toutes les sauces en ce moment. Et puis, le vrai mépris, c'est de mentir à autrui. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est le mépris pyramidal, puisque Macron ne cesse de faire cela en allant un coup dans un sens, un coup dans un autre, y compris d'ailleurs sur les retraites, puisque sur l'âge de la retraite, il monte une certaine constance, sauf qu'il avait expliqué quelques années plus tôt qu'il n'était pas question de toucher à l'âge de la retraite. Donc il est dans le mépris permanent, il s'en défend mal. Oui, le en même temps est une danse compliquée avec la vérité, en effet, dans la politique d'Emmanuel Macron. TF1 qui persiste et signe tout de même dans l'article récapitulatif de cette interview en disant que l'impopularité d'Emmanuel Macron auprès des Français est aggravée par son entêtement à mener à bien l'impopulaire réforme des retraites. Alors il y a une distorsion entre l'écrit de TF1 qui est vu par très peu de monde et qui se permet d'être un peu critique, et puis la vitrine de TF1 qui est le 20h, où là c'est beaucoup plus pasteurisé, évidemment plus convenable par rapport au pouvoir. En tout cas, par rapport au mépris, je pense, j'arrive pour conclure sur ce chiffre de la semaine, eh bien ce sont les téléspectateurs qui ont méprisé cette interview d'Emmanuel Macron. Passons maintenant au dossier du jour. On commence avec cet article de BFM TV qui est consacré bien sûr aux interdictions de manifestations par Gérald Darmanin. On en parlait la semaine dernière. Il avait lancé en pleine assemblée qu'il allait interdire les manifestations de l'ultra-droite. Ultra-droite, vocabulaire de novlangue. C'est un mot qu'on n'utilisait pas il y a 3 ans. Oui. Nouveau mot peut-être pour moins dire extrême droite ou fachosphère ou que sais-je. Toujours est-il que donc BFM TV s'est empressé de vérifier s'il était possible d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. On sent un petit fantasme quand même aussi dans les faits. Toujours est-il que la marche en hommage à Jeanne d'Arc, puisque c'était elle que nous avions citée particulièrement, mais il y a eu d'autres événements interdits, eh bien, elle a été autorisée finalement par le tribunal administratif. Gérald Darmanin est en effet tombé sur un os avec ce cas-ci. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les médias ont parlé de l'Action française. Le Monde parle bien sûr de l'Action française et d'un mouvement royaliste, mais quand on se réintéresse à nouveau à BFM TV, eh bien, l'Action française est associée à l'ultra-droite, voire même à l'extrême droite dans certains articles. Ce qui est assez amusant avec des mouvements royalistes de les qualifier de la sorte. Et on a cet article particulièrement intéressant de Libération. Même les fachos ont le droit de manifester. Il s'agit d'un petit billet de Thomas Legrand. Le tribunal administratif a suspendu les arrêtés de la préfecture de police de Paris, donc du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui visait à interdire un colloque et une manifestation d'extrême droite, entre parenthèses, royaliste cette fois. Et c'est tant mieux pour les libertés publiques, nous dit-il. Il faut prendre des pincettes juridiques et n'user de l'interdiction qu'avec parcimonie, parce qu'interdire une manifestation, un rassemblement, c'est pratiquer une justice a priori, c'est-à-dire atteindre aux libertés fondamentales. Et donc là, on a la gauche libertaire qui se réveille. Oui, alors ils craignent pour eux. Thomas Legrand est un journaliste de gauche, d'une grande conscience de gauche, qui se définit d'ailleurs lui-même comme un bobo, à la quintessence du bobo. Et là, il intervient un petit peu parce qu'il craint que, à force d'interdire des manifs d'ultra-droite, on puisse aussi un jour taper sur les gentils de gauche. Donc il y a cette petite inquiétude qui n'est à mon avis qu'en partie justifiée, parce que Darmanin, dans sa note au préfet, avait pris soin
à l'appui de ces demandes d'interdiction de toutes ces manifestations, avait pris soin de citer une jurisprudence du Conseil d'État, une jurisprudence particulièrement liberticide du Conseil d'État, à propos de la dissolution de générations identitaires. Le fait de mettre en cause l'immigration, le fait de lier les questions d'immigration et de délinquance avait suffi pour le Conseil d'État, pour justifier la dissolution de générations identitaires. Et évidemment que sur cette base-là, on peut interdire beaucoup de manifestations et beaucoup de colloques, même si ça peut paraître assez incroyable dans un pays qui est censé être celui de la liberté d'expression et de manifestation, d'interdire non seulement des manifestations, mais des colloques, c'est-à-dire des endroits où les gens se retrouvent pour discuter, échanger des idées, en n'étant d'ailleurs pas toujours forcément d'accord. Oui, voilà. et dans le calme le plus Et donc remarquable. c'est une affaire à suivre. Il y a incontestablement dans ce pays, dans notre pays, en France, une volonté de restreindre les libertés. Absolument. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pensée. Alors, Jean-Yves, ce qui est intéressant aussi à soulever, c'est de savoir où se trouvait le 13 mai dernier Gérald Darmanin, c'est-à-dire au moment des faits d'interdiction puis de réautorisation. Eh bien, il était en train d'inaugurer un haut tacos, une enseigne donc de malbouffe halal, à Tourcoing. Et il invitait les gens à s'y rendre, ce qui est en étant tout à fait dans son rôle, quoi. Oui, c'est extraordinaire. Bon. C'est assez drôle, avec une jolie photo. Peut-être qu'il faudrait interdire les tacos au nom de la santé publique. Peut-être bien, Voilà. Il va falloir se poser la question un jour. Alors, toujours est-il que l'extrême droite fait vendre, parce qu'il y a eu 2 gros reportages dont il faut parler dans l'immédiat. Y a-t-il une menace fasciste en France sur France 5 là, vous me faites peur. Floriane, Ça vous fait me un petit faites peu peur. Floriane, vous me faites peur. Décidément, entre Libération, France 5, mercredi 10 mai dernier, donc y a-t-il une menace fasciste? Alors, les intervenants, c'était intéressant quand même. Il y avait donc une journaliste de Mediapart, un grand reporter de l'Obs, Pierre Plotu, journaliste à Libération, et une politologue du CNRS. Antifa subventionné. Donc tout de suite, on sait quelle Employé est l'orientation. de banque. Oh non, Drahi n'est pas banquier. Non, employé de Monsieur Drahi est subventionné, oui. Et pour finir, il y avait Alexandre Devecchio, qui est journaliste et rédacteur en chef des débats du journal Le Figaro. Donc on a quand même un plateau, j'allais dire, qui est majoritairement orienté dans ce cas-là. Et on a également enquête exclusive avec Bernard de la Villardière, qui a sorti un gros documentaire sur l'ultra-droite et groupe néo-nazi, la nouvelle menace terroriste. Et alors, il faut souligner que il n'y avait tellement pas grand-chose en France, à part la dernière actualité de la marche du C9M, qu'ils ont dû quand même aller en Allemagne et dans d'autres pays de l'Est pour dénoncer l'ultra-droite en Europe. Voilà. Oui, alors, Villardière nous avait habitués peut-être à des choses un peu plus sérieuses, nuancées. Il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de tronçonnage dans son dossier. Bon, c'est des dossiers qui sont faits avec les services de police politique. Faut pas, voilà, c'est de l'investigation, c'est de la police politique. Voilà, c'est de la police politique médiatisée. Avec les petites musiques dramatiques pour faire puis comprendre aux téléspectateurs, voilà. bien évidemment. Ça fait peur, ça fait peur. Toujours, ça fait peur. Alors, on a aussi une grande maîtresse de la liberté ou plutôt de la censure. Il s'agit de Marine Tondelier, qui est donc secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui s'est exprimée à propos de la presse, de CNews et de Valeurs Actuelles plus exactement. Je vous propose d'écouter la séquence. Sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Vous mettez en cause des médias, là, clairement. CNews, vous mettez en cause des médias. CNews, je les mets en cause, et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bonnet. Je mets en cause aussi l'Arcom, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire toute la journée. Vous avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs Actuelles qui... Je regarde aussi combien d'argent public qui touche Valeurs Actuelles pour répandre aussi ces idées nauséabondes qui nuisent à la société à la fin. Il faut interdire Valeurs Actuelles et CNews. Je pense que la question se pose de l'argent public qui finance Valeurs Actuelles, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Madame Tondelier a tout à fait le droit de développer son discours liberticide. Ce qui est étonnant, c'est quand même la complaisance du journaliste par rapport à des affirmations erronées. On ne peut pas dire qu'il n'y ait sur CNews ou sur Valeurs Actuelles qu'un seul camp qui s'exprime, puisque précisément, il y a à la fois le camp politiquement correct et le camp dissident. Il y a M. Geoffrin, M. Drey,
qui sont sur CNews très très régulièrement, et beaucoup d'autres. Il y a sur Valeurs Actuelles, il y a eu Monsieur Valls qui est intervenu. Alors quand même, il faudrait voir qu'on ne peut pas dire que c'est au contraire là qu'il y a du pluralisme. Et donc, Hugo Clément au débat des valeurs. Il y a Hugo Clément au débat de valeurs, etc. Donc c'est tout à fait étonnant. Ensuite, Valeurs Actuelles n'a pas ou n'a plus de subventions publiques, ce qui est d'ailleurs un problème, puisque pourquoi il n'en a plus alors que les autres en ont. Donc, Madame Tondelier raconte n'importe quoi, et le journaliste éminent d'une chaîne publique ne trouve rien à redire. Et puis, il ne trouve rien à redire non plus par rapport à la question de la censure et de l'interdiction. Et c'est assez pervers, ces questions-là, parce que quand on pose la question « est-ce qu'il faut interdire ?», dans un premier temps, on va dire « ah bah peut-être pas ». Mais on entre dans l'idée, dans les esprits, qu'au fond, c'est quand même une question qui se pose. Hein ? Regardez, si on transpose, quand il y a eu la première fois les questions de confinement ou d'obligation ou de quasi-obligation vaccinale, on n'a pas dit on va confiner, on n'a pas dit on va obliger à se vacciner, on a dit est-ce qu'il ne faudrait pas ? Et on rentre petit à petit l'idée qu'au fond, les atteintes aux libertés, c'est pas si mal que ça. Oui, c'est un peu la fenêtre d'Overton. D'ailleurs, il y avait eu une excellente vidéo réalisée par Polémia sur la fenêtre d'Overton. Et je lance les téléspectateurs là-dessus. Le lien est juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. La fenêtre d'Overton, c'est le déplacement de ce qui est des idées acceptables. Voilà. Et là, petit à petit, on prépare l'opinion publique à accepter la censure. Voilà, vous avez tout à fait raison de Exactement. citer Et cette cela, vidéo était vraiment Florian. particulièrement brillante. Et c'était sur le cannibalisme, pour vous spoiler un petit peu, pour vous divulgacher, pardonnez-moi. Pas d'anglicisme sur ce plateau. En tout cas, la réponse de Pascal Praud ne s'est pas faite attendre. Il a ouvert son journal de 9h en disant que, comme beaucoup de personnes mal intentionnées, Madame Tondelier parle de CNews sans jamais regarder la chaîne et regarder les émissions, à moins qu'elle n'éructe pour défigurer notre chaîne. Et il a présenté de façon assez comique tous les chroniqueurs du jour qui étaient à sa table le matin, en indiquant donc leur pluralité d'opinion qui est évidente et qui n'est plus approuvée. Mais c'est là la novlangue, c'est-à-dire qu'on reproche à ceux qui pratiquent le pluralisme de porter atteinte au pluralisme. Tout à fait. Parce que pour la pensée dominante, le pluralisme, c'est son monopole à elle. Seuls les gens qui pensent bien, qui pensent à gauche, ont le droit de s'exprimer, les autres doivent se taire. C'est ça l'idée. Ils le croient d'ailleurs, peut-être, à force de le répéter. C'est bien possible, et on a également un article de Valeurs Actuelles qui n'a pas trop attendu avant de communiquer également sur l'affaire Marine Tondelier, qui dénonce son ostracisme, son intolérance et les diffamations contre Valeurs Actuelles et CNews, et le fait qu'Europe Écologie Les Verts, par ailleurs, assume totalement cette ligne sectaire, parce que on vous a passé un petit extrait de Marine Tondelier, mais il y a également des tas d'énormités qui sont dites sur ces journaux et ces médias lors de son interview. D'ailleurs, il persiste et signe. En effet, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'interview de Julien Bayou qui réagit aux propos de Marine Tondelier. C'est sur France Info. Il était interviewé à ce sujet. Quand ça visait notamment le fait de renvoyer à la mer des jeunes migrants pour qu'ils y meurent. Quand Daniel Obono a été caricaturé et humilié en une de Valeurs Actuelles. Je trouve qu'effectivement, ça a été insuffisamment sanctionné. Pour autant, il ne faut pas interdire le journal et interdire d'antenne CNews. Ça peut aller jusqu'à la sanction, interruption d'antenne. Ça, c'est pour le coup à la justice de trancher ou à l'Arcom. Concernant CNews, c'est qu'ils sont partis sur une chaîne d'information et aujourd'hui, c'est plutôt une chaîne d'opinion. De réponse, d'abord, une chaîne d'information. CNews fait des débats où il y a des opinions divergentes, des débats où des opinions s'opposent, première remarque. Deuxième remarque, c'est une chaîne d'information parce que les bandeaux qui défilent sont généralement issus de l'AFP, des dépêches de l'AFP. Donc d'ailleurs, ils sont très souvent biaisés et politiquement corrects, comme les dépêches de l'AFP, mais donc il y a bien de l'information. Ce type parle là aussi de quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors ce qui est intéressant quand même, là aussi, c'est l'attitude du journaliste
qui pose de manière extrêmement complaisante la question de l'interdiction. Et il évoque effectivement les deux hypothèses. Ça lui paraît tout à fait naturel d'interdire d'autres chaînes, au fond, que les chaînes de services publics qui sont militantes. On a deux catégories de chaînes, en gros. On a les chaînes privées, TF1, BFM, qui sont globalement macronistes, et le service public qui est un mélange de macronisme et de NUPES. Voilà. Et donc, ils veulent exclure, au fond, quand même, la moitié de l'espace public, la moitié de l'espace intellectuel. Ils veulent l'interdire des débats. C'est évidemment ce qu'il faut absolument refuser. Merci Jean-Yves. Eh bien, je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, de passer aux pastilles de l'information. On commence ces pastilles de l'information avec, encore une fois, un mauvais travail journalistique. Je vous propose d'écouter la vidéo. C'est un extrait d'une interview de Stanislas Rigaud. Pourquoi Reconquête s'est retiré depuis le mois de février. De votre parti d'être aux côtés de ces gens-là. Reconquête, mais vous posez la question à la NUPES quand ils sont avec la Jeune Garde ou les Black Blocs? Non, mais c'est une question. Est-ce que vous posez la question quand des élus de la France Insoumise s'affichent avec des militants de la Jeune Garde? Ils s'affichent pas avec les Black Blocs. Ah bon, Louis Boyard, il s'affiche pas avec? Alors, écoutez, Louis Boyard, il s'affiche avec, typiquement, il s'affiche avec la Jeune Garde. Donc, pardon, et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi vous détournez le sujet? Moi, j'aimerais juste comprendre. Mais c'est intéressant de le remarquer, mais Gérald Darmanin, aujourd'hui, pour faire de la communication, veut interdire des rassemblements nationaux qui ont lieu depuis 111 ans pour faire de la com et dire qu'il lutte contre l'extrême droite. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut noter notamment cet énorme blanc de la journaliste face à Stanislas Rigaud, ce qui est assez rare pendant les débats. Normalement, il n'y a pas de place au blanc médiatique comme ça. Et puis, il y a aussi ce mensonge. Non, ils ne s'affichent pas. Alors, puisqu'ils n'ont pas fait leur travail, eh bien, nous, on a fait quelques petites recherches sur Immédiat et on vous propose de regarder ça tout de suite. Donc, il y a des liens entre la Jeune Garde. La Jeune Garde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement antifasciste. Un mouvement violent. Et violent, dont le porte-parole... Qui agresse les étudiants de la Cocarde, les étudiants de l'Uni, etc. Un mouvement violent. C'est un peu comme les Black Blocs, etc. Violent. Le porte-parole, c'est Raphaël Arnaud. Retenez bien le nom de ce personnage, parce qu'il va revenir longuement dans ce développement. Donc, par exemple, pendant les présidentielles de 2022, il y avait eu une manifestation en avril contre l'extrême droite et ses idées, et une pétition avait circulé sur Libération. Elle a été signée par Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde antifasciste, et Louis Boyard, qui était alors seulement chroniqueur, il n'était pas encore élu de la République. Lorsqu'on se rend sur la page Instagram, le compte Instagram de Raphaël Arnaud, on va sur une des publications qu'il a faites après le 1er mai 2023. Sur l'une des slides, des images, on retrouve une photo de Louis Boyard devant le cortège et le grand drapeau, la grande bannière de la Jeune Garde antifasciste, avec là encore une police agressive et les 3 flèches. C'est comme ça qu'on reconnaît la Jeune Garde, ce sont les 3 flèches sur le drapeau encadrées dans un rond. Donc, il n'est pas cité comme étant présent sur l'image, mais voilà, la jeunesse en première ligne, Raphaël Arnaud revendique cela. Raphaël Arnaud qui est également soutenu et de nombreuses fois par Philippe Poutou. Donc désormais, vous savez quelles sont les connexions entre ces deux personnages. Raphaël Arnaud qui pose bras dessus, bras dessous avec Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard qui pose en faisant les oreilles de lapin, comme c'est drôle, devant un drapeau Paris Antifa avec des jeunes. Il faut noter quand même dans la NUPES qu'il y a d'autres connexions. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon ou Louis Boyard, il y a aussi Carlos Martins Bilongo qui pose avec Raphaël Arnaud, qui a d'ailleurs des rapports privilégiés avec lui, puisqu'il l'interpelle sur Twitter en lui demandant par exemple d'aller à des week-ends de formation de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud, ce qui est intéressant, c'est que de Antifa, il a voulu devenir homme politique, un petit peu comme son ami Louis Boyard, et il s'est présenté aux législatives, lui également, de 2022, mais pas pour la NUPES, malgré sa proximité avec ce parti. Il s'est présenté pour une gauche sociale, écologique et populaire avec Mathilda Mila. Mediapart avait dénoté que c'était un Antifa qui voulait devenir député.
Et la jeune garde maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à ce qu'est la jeune garde, outre donc Raphaël Arnault et ses soutiens douteux, eh bien ce qu'on peut constater, par exemple dans une manifestation qui était encadrée par la jeune garde, encore une manifestation Stop Extrême Droite, eh bien on zoome sur qui encadre dans les militants de la jeune garde, on tombe sur ce monsieur que vous voyez entouré en jaune juste ici. Qui est ce monsieur ? Eh bien, il s'agit de Luc Bawa. Luc Bawa également, si on se rend sur ses réseaux sociaux, eh bien, l'on constate que c'est un soutien de Boko Haram. Il l'écrit en ces termes précis. Boko Haram forever, africain et fier, vive le continent africain. Bon, le reste étant africain visiblement, avec le hashtag Niger, hashtag Nigeria, hashtag Touareg, en tenue d'ailleurs. Cette apologie de Boko Haram, elle avait quand même été relevée par Lyon Magazine. Il faut noter que Lyon Magazine avait également, parce que cette publication a été supprimée, moi je n'ai pas réussi à la retrouver, mais des notes également que Luc Bawa avait partagé une photo de l'assassinat de Samuel Paty. Il avait partagé la photo de la tête de Samuel Paty en se moquant et en disant, à force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat. Un personnage donc sympathique, comme vous pouvez le voir, ce Luc Bawa. L'Observatoire de l'extrême gauche, un site qu'il faudrait consulter plus souvent et que les journalistes visiblement ne connaissent pas, donc nous donne toutes ces informations-là aussi, que l'on peut également retrouver par d'autres biais sur Twitter par exemple. Et sur Twitter, eh bien, la jeune garde antifasciste fait aussi des tweets intéressants. Alors il donne des informations sur les arrivées d'Éric Zemmour, par exemple à Villeurbanne, en donnant les véhicules Ford Kuga noir, Range Rover blanc. Donc il y a quand même un indice un petit peu sur le tweet suivant qui va suivre. Il est possible que vous décidiez de ramener les mortiers et les blocs de clous qu'on jette sur les flics, sûr que l'acide fera taire les fachos. Mais la jeune garde de la résistance révolutionnaire n'est pas responsable, c'est votre choix. Ils sont décidément très très gentils, ces membres de la jeune garde, avec leur proximité avec LFI ou la NUPES, qui est fort, qui mérite une interrogation en tout cas. Alors, je crois clairement la jeune garde, c'est une sorte de bras armé de la NUPES, à la fois pour les soutenir dans leurs manifestations et pour empêcher les autres de s'exprimer, car jamais ce qu'on appelle l'extrême droite ne va perturber des réunions de gauche. Par contre, l'extrême gauche vient régulièrement perturber des réunions de droite, ce qui permet aux médias de dire que la droite ou l'ultra-droite ou l'extrême droite que charrie la violence. Donc il y a vraiment un traitement, mais en 2 poids 2 mesures, hallucinant, parce qu'on parle de violence d'un côté où elle n'existe pas, où elle n'existe guère, et on tait complètement les violences d'extrême gauche où on les tolère finalement sans vraiment les poursuivre. Encore une fois, aucun mouvement de gauche ou d'extrême gauche n'a été dissous alors que les violences sont absolument permanentes. Mais cela se fait avec la complicité des médias qui ne travaillent pas leur sujet et surtout qui n'ont pas intérêt à travailler leur sujet, puisque s'ils travaillaient leur sujet, ils seraient moins politiquement corrects, et s'ils étaient moins politiquement corrects, ils se feraient taper sur les doigts. Donc, petit coup de chapeau à Stanislas Rigaud qui a su poser la bonne question, c'est-à-dire, mais demandez-vous, vous aussi, les connexions. Bien tenu l'antenne, bien... Voilà, Absolument. il ne plie pas, Stanislas Rigaud. Qui ne plie pas, tout à fait. On passe à une autre information, c'est sur la pluie, la météo. Ça va vous plaire particulièrement, ça, Jean-Yves, parce qu'aujourd'hui, les médias sont particulièrement inquiets sur l'épisode pluvieux qui touche la France, mais qui n'est pas incompatible avec la sécheresse, nous dit Libération. En effet, selon la pluviométrie, nous sommes en déficit de 10% de pluie, selon Météo France, depuis mi-avril. Et donc, comme il a plu, il a fallu quand même dire que c'était inquiétant. Et Marianne titre également de cette façon « Sécheresse, les pluies actuelles arrivent trop tard pour recharger les nappes phréatiques ». Et on a quand même donc tamétéo.com qui dit que la sécheresse, où est-ce qu'on en est à quelques jours de l'été météorologique ? Eh bien, si des pluies et des averses ont circulé ces derniers jours, elles ne doivent pas masquer les manques de précipitations observés depuis plusieurs mois. Le sud-est du territoire est la zone la plus touchée par la sécheresse à l'heure actuelle. Alors en somme, on nous dit ça va mieux à certains endroits,
mais à d'autres, ça reste compliqué. La météo, c'est changeant. Il pleut pas, il fait chaud, il fait froid. Mais l'angle médiatique, c'est toujours ce qui peut inquiéter. Il manque d'eau, il y a trop d'eau, il y a des inondations aussi des fois. Il fait chaud, il fait trop chaud, il fait pas assez chaud. On prend toujours ce qui est inquiétant. Et évidemment, ça bouge non seulement dans le temps, mais ça bouge dans l'espace. Parce que quand il fait très froid, très chaud quelque part, souvent il fait beaucoup plus froid ailleurs. Ce sont des échanges thermiques, mais tout ça, ça n'est pas traité, c'est traité dans le sens on fait peur. Oui, les médias étaient à deux doigts de demander à Emmanuel Macron un grand programme pour faire pleuvoir. De façon uniforme dans toute la France. On passe à une actualité qui va particulièrement vous plaire, Jean-Yves, parce que je sais que vous adorez quand on parle de foot, mais là, on ne pouvait pas passer à côté de la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la Ligue du foot professionnel, du football professionnel, qui s'occupe donc de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est pas l'équipe de France, pour les téléspectateurs qui sont moins avisés comme fouteux, moi, oui. moins fouteux comme vous, Jean-Yves. Ouais, allez, dénonçons-nous. Parce qu'il y a eu en fait des joueurs qui ont refusé de porter le brassard et le maillot qui avaient été prévus à l'effet de cette journée. Et c'était avec donc le petit numéro floqué arc-en-ciel. Et donc les joueurs ont été écartés dans le cadre de cette journée contre la lutte contre l'homophobie dans ce match. Alors la ministre des Sports, bien sûr, a demandé des sanctions contre les joueurs réfractaires. Elle a publié ce tweet: homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Et elle a renvoyé les clubs à leur responsabilité sur le sujet. On a par exemple Mostafa Mohamed, un des joueurs qui a refusé de porter le maillot et qui donc n'a pas joué. A dit qu'il n'avait pas pris part au match Toulouse-Nantes, qu'il ne souhaitait pas faire de polémique, mais qu'il voulait faire part de sa position dans le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui reste différent, nanani, nanana. Donc c'est intéressant. En tout cas, cette décision et ces joueurs qui n'ont pas participé, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, ça a soulevé de lourds débats sur TPMP. Je vous propose d'écouter un petit extrait. C'est un maillot qui est là uniquement pour dénoncer les violences faites à une minorité. Il représente quelque part notre pays, même s'ils ne sont pas français, en jouant pour une équipe de France. C'est complètement inadmissible et je pense même que c'est volontaire. Ils font passer un message. Ce que j'ai dit dans mon livre KO Football Club, parce que la nouvelle génération, ça va être terrible, c'est pire. Vous avez fait le débat autour du Ramadan. Ils veulent qu'on respecte ça chez eux. Mais en revanche, eux ne veulent pas du tout respecter autre chose. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que quand on voit des sondages sur une population 15, 25 ans, 30 ans, 75% des jeunes disent que leurs convictions religieuses sont plus importantes que les lois de la République. En fait, derrière cette affaire, il y a un choc de minorité. Il y a d'un côté la minorité homosexualiste qui veut imposer sa propagande, parce qu'enfin, pourquoi imposer à tout le monde de porter des maillots arc-en-ciel, des maillots LGBT dans des matchs de foot? C'est de la propagande, c'est une minorité qui veut imposer sa propagande. Et en face, il y a une autre minorité qui, elle, veut imposer ses interdits, c'est-à-dire les joueurs issus de la minorité musulmane. Donc c'est un choc de minorité. Personnellement, je vais peut-être choquer, mais ce que je trouve le plus triste, c'est qu'il n'y ait pas finalement des joueurs non musulmans, des joueurs de souche, qui n'aient pas aussi dit, mais on ne va pas se transformer en homme sandwich d'une minorité qui veut nous imposer, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais pourquoi en faire un drapeau? C'est insupportable. Insupportable. Ce choc des minorités est insupportable. Il serait temps que la majorité se réveille un petit peu. Alors, à propos de choc des cultures, Jean-Yves, on découvre grâce à RMC Sport que le 29 avril dernier, un joueur, Aboukal, s'est retrouvé au cœur d'une altercation avec une élue lors des festivités de la Coupe de France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Laurence Haribagé, qui est adjointe en charge des sports à la mairie de Toulouse, regarde les joueurs pendant un discours et leur
demande le silence, leur dit chut sans doute, et Zakaria Aboukal va lâcher cette phrase « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ». L'adjointe lui signale quand même qu'il se trouve dans la mairie de la ville, un lieu de la République, mais ce n'est pas la fin de l'épisode, puisque l'attaquant marocain va revenir vers l'élu après le discours, lors du verre de l'amitié, pour lui demander de présenter ses excuses. Et donc ça, c'est très intéressant. Elle a été contactée par RMC Sport, Laurence Harribagé, mais elle a totalement minimisé la scène et a confirmé qu'il n'y avait pas de sujet. Donc ça aussi, c'est amusant. Alors le club de foot a été mis au courant et bien sûr, donc ce brave homme qui est allé agresser une élue, eh bien, fait partie des éléments qui ont été écartés par le club de Toulouse parce qu'il ne voulait pas porter, lui non plus, le maillot contre les violences et l'homophobie. C'est un abus de dire on vous oblige à porter un maillot et si vous ne portez pas le maillot, vous êtes homophobe. Enfin, c'est tout à fait... si je refuse de porter le maillot de la Tour Eiffel, c'est pas parce que je suis contre la Tour Eiffel, mais parce que j'ai pas envie de porter le maillot de la Tour Eiffel, que j'adore par ailleurs. Mais ce serait pourtant fort chic, Jean-Yves, sur le plateau, si vous veniez avec un t-shirt floqué à la Tour Eiffel. Mais ce qu'il vous faudrait plutôt, c'est des éclairages qui changent de couleur au fil des événements et des hommages que l'on veut faire. Alors, pour lutter contre l'homophobie, toutefois, chers téléspectateurs, rassurez-vous, Gérald Darmanin a un plan. Il l'a annoncé. Le renforcement des moyens de police et de gendarmerie avec une arrivée de référents LGBT dans les commissariats et les brigades. Il y a tellement de référents dans les brigades et les gendarmeries qu'on se demande quand est-ce qu'il leur reste du temps, parce qu'il y a des référents LGBT, mais il y a des référents contre les violences conjugales, il y a des référents contre les violences sexistes, les violences, etc. Bon. Il y a des tas de référents, on se demande quand est-ce qu'ils ont le temps de travailler à l'élucidation des dossiers, quand même. Il y a peut-être un sujet, là. On passe bien sûr sur une image médiatique que vous n'avez sans doute pas loupée. Il s'agit de l'Eurovision que vous avez sans doute loupé en revanche, mais vous n'êtes pas passé à côté du doigt d'honneur de la Zara, qui était notre représentante française pour cet événement voilà, qui a lieu tous les ans. On n'en dira pas plus, nous vous laisserons penser ce que vous en pensez. Et les retours médiatiques ne sont pas très positifs vis-à-vis de ce doigt d'honneur de la Zara à l'annonce des résultats et de son classement dans l'Eurovision. Elle est arrivée 16e, donc la France était classée en 16e position. Le Parisien dit que toutes les réactions dénoncent ce geste. TV Programme a interviewé l'ancien manager de la Zara qui dit « on ne fait pas ça ». Stéphane Bern était également invité par Europe 1 et déplore que la France passe toujours pour l'arrogante et la mauvaise perdante lors de l'Eurovision. L'Indépendant, lui, dénote un geste déplacé face à la caméra. Il faut noter tout de même que la Zara, qui a été interviewée de façon exclusive par Télé 7 jours, quelques jours après donc, ce geste, il lui demande si elle va regarder les réseaux sociaux par rapport aux polémiques qu'elle a suscitées et qui l'ont frappée le samedi soir dernier. Elle dit « Non, ça va, je ne vais pas regarder les réseaux sociaux ». Je cite, on va s'isoler dans un pays assez chaud, dans une belle petite villa pour écrire des chansons. Ils reviennent ensuite sur son classement. Vous qui rêviez d'un top 3, vous n'êtes que 16e. Il ne faut pas être déçu. Je vous jure que ça va nourrir toute ma famille, répond-elle à Télé 7 jours. Toujours élégante, toujours élégante. C'est quand même un choix étonnant. Elle est québécoise, mais surtout marocaine. Et elle parle pour la France, pour l'Eurovision. Enfin, c'est un symbole français. C'est un symbole français. Un symbole français de notre époque. Très bien. Ouais, et puis elle est grossière, vulgaire, parfait, arrogante. Parfait. Fin de la quotidienne de Charline Vanhoenacker, un changement symbolique à France Inter. Elle ne sera plus là quotidiennement sur le créneau de 17h, mais hebdomadairement. Et elle souligne que ce n'est pas sa décision. Adieu Charline. Adieu Charline. Adieu Charline. Avec son équipe. C'est l'humour gaucho. Voilà. Alors au lieu de l'avoir tous les jours, on va l'avoir une fois par semaine. Elle a été grand remplacée. Ça va nous faire un peu de repos, quoi. Elle a été grand remplacée. Elle est très triste, en tout cas.
Oui, Bonne continuation à elle. Nous aussi. Bye bye Charline, bye bye. Quel est le prix de Zelensky? Non pas le prix qu'il coûte, mais bien le prix qu'il a reçu. BFM TV nous montre cette image, le prix Charlemagne décerné au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, le prix Charlemagne, sur le site internet du prix, eh bien, on peut lire que c'est le prix le plus ancien et le plus connu décerné pour des travaux effectués au service de l'unification européenne et qu'il est décerné à des personnalités ou des institutions se distinguant en raison de leur contribution exceptionnelle pour l'unité de l'Europe ou l'union de ses États. BFM TV qui met quand même dans son bandeau en sous-titrage de cet événement du prix Charlemagne qui a été remis, Zelensky à Paris pour demander des armes, point d'interrogation. La suite aura répondu à la question. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que le prix Charlemagne, c'est l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, c'est la Francie, c'est la Lorraine, c'est l'Allemagne, enfin l'ouest de l'Allemagne. Là, on va quand même très très loin parce que l'Ukraine, c'est un autre univers. Bon, passons. En fait, la question qui se pose avec Zelensky, c'est quand est-ce qu'il gouverne l'Ukraine? Parce qu'il fonctionne essentiellement comme le porte-parole d'une agence de communication. Une agence de communication américaine. Alors, il se répand absolument partout avec un certain talent, il faut le reconnaître. L'autre question qui se pose, il était acteur. L'autre question qui se pose, et qu'on ne sait pas du tout, c'est qui dirige dans les faits l'armée ukrainienne, puisque l'Ukraine est en guerre. Il y a des soldats ukrainiens qui meurent. On a très peu d'éléments sur qui dirige réellement l'armée ukrainienne, probablement parce que l'armée ukrainienne ne fonctionne que par tout ce que lui fournissent les États-Unis et l'OTAN, à la fois en termes d'armement et en termes de renseignement. Voilà. Mais Zelensky, c'est sans doute le symbole qu'on met en avant pour l'Ukraine. Ce serait quand même intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà. Et on conclut ces pastilles de l'information par un traditionnel coup de chapeau à un média qu'on ne cite pas souvent, Jean-Yves. Alors, c'est un média qui s'appelle Le Média, à ne pas confondre avec E-Média, qui est un média de gauche, dirigé par une ancienne journaliste du Nouvel Observateur, Aude Lancelin, mais qui a une certaine indépendance d'esprit et une certaine clarté de vue. Donc je crois que ce coup de chapeau est mérité. En l'occurrence, ce coup de chapeau, c'est pour une enquête sur les pratiques des médias Drahi. Alors Drahi, je répète que c'est le propriétaire de médias tout à fait importants. C'est le propriétaire de l'Express, c'est le propriétaire de Libération, c'est le propriétaire de RMC, c'est le propriétaire de BFM TV. C'est et SFR. Et c'est un homme qui a obtenu SFR de la part de M. Macron, quand M. Macron était, je crois, au secrétariat général de l'Élysée. Donc il y a une connexion de pouvoir. Tout est bien entrecroisé. Il a fait ses acquisitions en partie avec de l'argent venu de paradis fiscaux. Et pour renvoyer en quelque sorte l'ascenseur, si je puis dire, il pratique une évasion fiscale assez habile sur ces différentes entreprises. C'est tout le reportage, l'enquête menée par le média, qui a fait du bon travail et que nous saluons volontiers en la circonstance. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que ces mêmes médias parlent sans gêne d'évasion fiscale. Les journalistes parlent sans gêne d'évasion fiscale, dont leur propriétaire est quand même un orfèvre. C'est déjà la fin de cette édition immédiate. C'est presque la fin parce que Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, mais il ne faut pas oublier le portrait piquant. Le portrait piquant, consacré à Aymeric Caron. Alors, je vous souhaite bon appétit pour le regarder. Et là, ça va piquer parce qu'on va parler des moustiques, vous allez voir aussi. Bien entendu, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire, on les lit. Et puis, n'hésitez pas à partager cette émission et vérifiez également que vous êtes bien abonné en cliquant sur la petite cloche à la chaîne TVL pour ne rien rater de nos actualités. D'ici là, je vous dis à très vite sur TVL.
Émeric Caron, alias l'ami des moustiques, nous y reviendrons, est né en 1971 à Boulogne-sur-Mer. Il fait ses études à la pire des écoles de journalisme, le SJ de Lille, réputé pour son conformisme gauchiste. Après un court séjour en Chine, sa carrière est des plus classiques entre Canal+, iTélé et Europe 1. Elle rebondit en 2012 quand il remplace Audrey Pulvar comme chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Il lance une web télévision antispéciste en 2019, Komodo, qui ne durera qu'un an. Il se présente sur une liste animaliste pour les élections régionales en Île-de-France en 2021. Soutenant Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2022, il est parachuté, candidat NUPES dans la 18e circonscription de Paris, où il est élu au deuxième tour. Tout n'est pas bon dans le Caron. Volontiers vindicatif et sectaire. Chroniqueur en 2016 sur France 5 pour C'est l'Hebdo, il quitte l'émission pour ne pas se trouver sur le même plateau que Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles qui représenterait, je cite, une banalisation sans complexe des idées les plus puantes. Fondateur d'un éphémère parti, le Rassemblement des écologistes pour le vivant, le rêve, ou plutôt le cauchemar, il déclarera dans la revue Ballast en janvier 2018, je cite, « Manger de la viande, c'est tenir pour normal le sacrifice inutile de vie. En manger sera donc interdit. » Il se présente en 2016 à une émission de pâtisserie sur M6 pour prouver que l'on peut faire un gâteau sans œufs, sans lait, sans crème, sans rien. Auteur d'un éphémère projet de loi contre la corrida, son titre de gloire restera sa déclaration en 2019 au sujet des moustiques. Je cite, « Ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte que lorsqu'il est attaqué par un moustique, il en fait affaire à une mère qui essaye de remplir son rôle de future mère. Donc ce moustique qui nous agace est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir et qu'elle n'a pas le choix. » C'est à cette tirade qu'Éric Zemmour fait allusion lorsqu'à l'issue d'une confrontation sur C8, il lui assène « Émeric Caron, vous avez de la tendresse pour les moustiques, moi, pour les Français. » Lui, il a de la tendresse pour les moustiques. Moi, j'ai de la tendresse pour les Français. Résumons. Émeric Caron n'aime pas les œufs, le lait, la viande, les éleveurs, les agriculteurs, les taureaux, les cochons. C'est News dont il souhaite que la fréquence soit supprimée, ni les Français. Il éprouve une grande tendresse pour Jean-Luc Mélenchon, pour les moustiques et surtout pour lui-même.